Moi, on arrive à un stade où la médecine ne peut plus rien. Ce n'est plus ma vie. C'est pas normal qu'on soit obligé de partir en Belgique ou en Suisse pour mourir. C'est un stress abominable. Il n'y a aucun doute qu'on est sur une question d'éthique et de morale. Mais nous sommes aussi sur une question de société, de rapport personnel à sa mort. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. On s'intéresse aujourd'hui à un sujet délicat qui a longtemps divisé les Français, l'euthanasie. Plusieurs propositions de loi ont été déposées récemment pour tenter de faire progresser la législation, mais la question de la fin de la vie reste l'objet de grands débats ici en France. On va commencer par faire un état des lieux pour tenter d'y voir un peu plus clair. Pour accompagner la fin de vie, il existe aujourd'hui plusieurs définitions légales de l'euthanasie. L'euthanasie passive d'abord, c'est un arrêt des soins qui provoque la mort du patient. Ensuite, l'euthanasie active. Là, l'équipe médicale injecte des substances pour provoquer le décès. Et enfin, le suicide assisté. Ici, c'est le patient lui-même qui prend la dose létale. En France, depuis 2005, la loi Leonetti encadre la fin de vie. Le texte interdit l'acharnement thérapeutique. Les médecins peuvent décider de l'arrêt de soins avec l'accord du patient et de manière collégiale. La loi a été amendée en 2016 pour permettre l'utilisation d'une sédation profonde et continue pour les patients en phase terminale. Cette loi, c'est la conséquence d'un drame, l'affaire Vincent Imbert. En septembre 2000, ce jeune pompier est victime d'un grave accident de la route. Tétraplégique, aveugle et muet mais parfaitement lucide, il parvient à formuler une demande à mourir en écrivant une lettre au président de l'époque, Jacques Chirac. Ce dernier refuse. Avec l'accord de la famille, mais en toute illégalité, son médecin provoque sa mort en septembre 2003. Il est mis en examen avec la mère de Vincent Imbert. Ils seront relaxés 3 ans plus tard. Quelques années plus tard, une autre affaire va cristalliser le débat sur la fin de vie, celle de Vincent Lambert. Une famille déchirée devant la France entière par le sort d'un des leurs, Vincent. Tétraplégique et en état végétatif depuis 2008, ses médecins se prononcent pour un arrêt des soins en 2013. Une demande de sa femme et de certains de ses frères et sœurs. Sa mère et son père, fervents catholiques, s'y opposent. S'ensuit une bataille judiciaire de plus de 10 ans. En juillet 2019, quelques jours après l'arrêt définitif des soins, Vincent Lambert décède. Cet épisode a révélé les désaccords profonds autour de la fin de vie en France. Emmanuel Macron lui-même reste très évasif sur la question. Les parlementaires, eux, ont pris les devants. 4 propositions de loi pour légaliser l'euthanasie ont été déposées à l'Assemblée depuis le début de l'année. Philippe Bataille, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, enseignant à l'EHESS, vous êtes spécialiste de l'euthanasie. Vous venez d'ailleurs de publier un nouveau livre sur la question, ça s'appelle « Laisser partir », c'est aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce qu'on sait un petit peu où se situent les Français sur cette question? Est-ce qu'ils sont plutôt pour ou contre? Ils sont massivement pour. Quand je dis massivement, c'est à plus de 90%, quels que soient les instituts de sondage, quel que soit le commanditaire, le support, y compris la presse catholique, Le Pèlerin, publie des sondages qui sont à 90% favorables à l'aide active médicale à mourir. Et c'est des questions qui transcendent les séparations croyants, non-croyants? Oui, au sens de la masse, avec toujours effectivement des positions plus radicales qui, lorsqu'elles sont franchement opposées à l'euthanasie ou à toute discussion même sur l'euthanasie, vont croiser là effectivement des groupes radicaux qu'on retrouvera sur l'avortement ou qu'on retrouvera sur d'autres thèmes de société où on a le même radicalisme. Bon, alors du coup, on sait qu'en France, ça n'est pas encore le cas, que des propositions de loi ont été déposées. Mais concrètement, eh bien, comment se fait le choix de l'euthanasie? Comment font les personnes qui veulent y avoir recours? Nos reporters ont enquêté, regardez. Dans son appartement, Alain a fait aménager sa chambre pour rendre sa vie plus facile. Atteint d'une maladie orpheline depuis 35 ans, il ne peut plus se déplacer. Je suis prisonnier de mon lit, hein, donc mon espace vital est quand même très court. Ce n'est plus ma vie. Chaque jour, médecins, infirmières, kinésithérapeutes et auxiliaires de vie se relaient à son chevet. Quel âge il est?
Allez, dans 5 minutes, je donne votre comprimé. Depuis 2 ans, l'état d'Alain s'est considérablement dégradé. À 58 ans, il ne peut même plus sortir en fauteuil roulant. La douleur l'empêche de s'asseoir. Moi, on arrive à un stade où la médecine ne peut plus rien. Elle n'arrive pas à soulager mes douleurs, ou du moins que très partiellement. Si vous aviez une décharge électrique qui partirait du cortex cérébral, qui se diffuserait dans tout votre corps en vous brûlant toutes les 2 secondes, c'est ce que je subis, moi, entre autres. Des souffrances qu'Alain ne veut plus endurer. À l'automne dernier, il a écrit au président de la République pour lui demander une aide pour mourir ici, dans son pays. Mais la loi actuelle l'interdit. Alain ira donc en Suisse pour recourir au suicide assisté dès que cela sera possible. Un projet dont il parle sans tabou avec son auxiliaire de vie. Si on peut vous garder en vie encore parmi nous, ce serait bien, quand même. Bah oui, mais moi, je souhaite partir le plus tôt possible, et tu le sais. Vous avez le temps encore, hein? C'est Comment? long. Je dis, ça va être long. Surtout Ça là, en ce dépend. moment, avec la pandémie et ce satané virus, malheureusement... Une situation qu'Anne Vivien connaît bien. Bah, vous savez, c'est pas plus facile d'aller en Suisse en ce moment. Hein. À Paris, dans les locaux de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, cette bénévole répond régulièrement à des personnes gravement malades, pressées d'abréger leur souffrance. D'accord. C'est pas normal qu'on soit obligé de partir en Belgique ou en Suisse pour mourir. Et c'est un stress abominable d'être obligé de quitter son pays, de partir avec seulement 1 ou 2 personnes de sa famille et d'aller mourir ailleurs. C'est terrible, terrible. C'est ce qu'on disait. Hein, là. Ancienne anesthésiste réanimatrice, Anne Vivien est convaincue que la loi doit évoluer. Une sédation profonde terminale, ça peut durer des jours, ça peut même durer quelques semaines. Alors que une aide active à mourir, en donnant le médicament qui va provoquer la mort en quelques minutes, là, tout le monde est au courant, la famille est au courant, le patient est au courant, et il peut dire tout ce qu'il veut juste avant. Il peut toujours changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Une aide qu'Alain Koch se dit prêt à recevoir. Ah oui. Même si on me dit dans un quart d'heure. Je suis très clair là-dessus. J'ai fait mon cheminement. Pour l'heure, Alain Koch continue son combat pour le droit à mourir, pour lui et pour les autres. Sur la législation sur la fin de vie. Philippe Bataille, on a vu que plusieurs de nos voisins européens ont déjà adopté l'euthanasie sous une forme ou sous une autre. L'Espagne notamment vient de faire passer la loi. Comment ça se fait qu'en France, ce ne soit pas encore le cas? Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a plus rien qui explique le particularisme, le singularisme de la France. Plus rien. Même pas l'Église catholique, puisque l'Espagne vient d'évoluer. La Cour constitutionnelle italienne, avec des termes très précis dans l'aide active à mourir, et même ce qu'il faut appeler le suicide assisté. C'est ça que la Cour italienne a validé. Donc il n'y a plus rien aujourd'hui qui explique la situation absolument singulière, atypique de la France. Est-ce que le serment d'Hippocrate vient jouer le rôle de frein dans cette affaire, dans le sens où il est dit, d'abord ne pas faire de mal, ne pas nuire aux patients? Est-ce que c'est ça qui retient? Est-ce que c'est notamment une question d'éthique pour les médecins, ou est-ce qu'il y a d'autres choses en jeu? Il n'y a aucun doute qu'on est sur une question d'éthique et de morale, mais nous sommes aussi sur une question de société et sur une question de rapport personnel à sa mort. Je pense à l'instant à Paulette Guinchard-Kunstmann, morte le 4 mars cette année 2021 en Suisse, elle-même parlementaire, ancienne ministre de Lionel Jospin, et qui est allée, et c'était ses mots, arrêter la maladie qui était en train de la tuer, à quelques jours près. Mais elle n'a pas eu d'autre choix que d'aller en Suisse. Est-ce que ça n'est pas la peur des abus de personnel médical qui s'érigerait en Dieu, qui met un terme à la vie des gens, qui sont redoutés par le législateur? Lorsque la médecine est impliquée, elle a accompagné souvent très longtemps. Les médecins se sont engagés. Et ce qui est demandé à la médecine, c'est de rester engagé auprès de son patient. Vous évoquez à juste titre le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, il a quelque chose d'universel.
c'est vrai pour tout le monde. C'est une manière d'accueillir des situations particulières dans quelque chose qui est beaucoup plus général et qui est ici la société qui s'exprime à travers effectivement son meilleur résultat, à savoir l'amélioration de la santé, la performance de l'espérance de vie, pouvoir aller très très loin avec des maladies très très lourdes, avec des traitements que l'on supporte, mais être aussi en droit de pouvoir exprimer ses limites, car nous sommes dans un jeu de limites que la médecine elle-même ne peut pas dépasser. Et bien là, la parole du patient, la parole de celui qui est en train de mourir n'est pas entendue. Ce droit, cette demande s'adresse à la médecine. Pour vous, qu'est-ce que c'est, Philippe Bataille, une bonne euthanasie? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit un texte satisfaisant, à la fois pour les soignants et pour les personnes qui demandent à partir? La clause de conscience pour le médecin, c'est-à-dire la capacité à pouvoir se retirer éventuellement, et puis aussi une loi qui, de toute manière, n'arrête pas les limites précises, l'âge, l'état de santé, le niveau de handicap, la distance avec la mort absolument prévue par la médecine. Enfin voilà, tout ça, ça doit rester des débats de société. Et c'est une manière de faire vivre la société que de la solliciter sur des situations qui l'engagent pleinement. Et c'est ce que les Français demandent. Merci beaucoup, Philippe Bataille. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver C'est en France sur tous les réseaux sociaux et sur france24.com. À très bientôt. Ne laissez plus la buée sur vos lunettes vous empêcher de voir votre programme avec le kit anti-buée Zeiss.